Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Dumas Chibozo. On se retrouve pour un nouvel épisode du CODES. Et avant de commencer la session du jour, je vais évoquer, il y a eu une conférence dernièrement aux États-Unis, la conférence du Bitcoin, de 2025 qui a eu lieu dernièrement. Il y a eu un certain nombre de participants qui ont eu à discuter, qui ont été invités au fait pour discuter sur le panel. Et de façon générale, les invités, les gens qui sont venus assister, c'était un peu de tout. C'était pas juste les gens du domaine de la tech ou du domaine de la finance. Il y avait différentes formes d'individus, c'est-à-dire avec différentes orientations professionnelles, etc., qui étaient présents en fait à cet événement. Et parmi les gens qui étaient sur le panel, il y avait bien entendu le gars de MicroStratégie. Il n'y a pas moyen que tu sois intéressé un peu par ce qui se passe dans le monde de la crypto-monnaie sans connaître MicroStratégie. Michael Saylor est partout, sur tous les fronts. Il y a lui, il y a Raoul Pal qui sont là, littéralement sur tous les fronts en fait pour faire pour évangéliser à quel point le Bitcoin, pour évangéliser à quel point la crypto-monnaie. J'ai pas vu Raoul Pal, mais il y avait Michael Saylor, d'accord, qui était présent. L'a exposé. Il n'y avait pas que lui. Bon, dans du domaine en fait de la crypto, c'est le nom que je retiens. Mais en dehors de ça, curieusement, il y avait les deux aînés de Trump. En fait, il n'y avait pas que les deux aînés de Trump. C'est à croire que le gouvernement américain s'est déplacé, a dépêché en fait des éléments en fait pour cette conférence. Pas que c'est exactement ce qui s'est passé. Faut pas prendre littéralement ce que je dis, mais je dis c'est à croire que. Parce qu'il y avait les frères, il y avait Donald Junior, d'accord, Trump, il y avait Eric Trump qui ont exposé sur le panel. Il y avait Esther Pierce, elle est commissaire à la SEC, d'accord. Et il y avait Vivek Ramaswamy, bon, Vivek, pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité politique américaine, c'est un monsieur qui est revenu encore et encore, et il est en train de mettre en place un hedge fund qui va être axé au fait sur la crypto-monnaie, donc sur le Bitcoin essentiellement. Il y a un certain nombre de personnes, ouais, de ce genre de carrure, d'accord, que ce soit du côté de la réglementation ou la régulation, c'est un autre mot pour le dire, ou d'un point de vue d'investissement, d'accord, mais qui viennent en fait avec une orientation en fait venant du gouvernement en fait, c'est-à-dire c'est des gens auxquels tu peux accorder le crédit de faire partie intégrante au fait du gouvernement. Et ça s'explique un peu de mon point de vue du fait que le monde est en train d'aller super vite et les choses vont super vite et ceux qui le comprennent font ce qu'il faut pour ne pas être en retard. Et donc, beaucoup de gouvernements en fait sont en train de rentrer dans cette danse de la crypto-monnaie pour se réajuster à là où va le monde. Parce que il semble que de façon inévitable, il semble que c'est vers ça que va le monde. Et quand je dis vers ça, c'est-à-dire un monde où est-ce qu'on n'est pas déjà dans ce monde? En fait, on est déjà dans ce monde. C'est-à-dire 90% en fait de nos activités sont virtuelles en fait. 90% de nos échanges sont virtuels. Nous discutons plus en ligne avec des gens, même quand d'un point de vue professionnel, même quand vous voulez communiquer d'un point de vue professionnel, les courriers, c'est électronique, non seulement pour la traçabilité, mais pour pouvoir rejoindre les gens, etc. C'est-à-dire que nous vivons déjà en partie dans ce monde virtuel, c'est juste que il y a une forme de déni, de non, déjà, l'attache à la lutte traditionnelle du monde, c'est-à-dire un monde où on est ici, etc. Et la technologie, nous on est là et la technologie est là. Vous voyez un peu. Mais ça fait longtemps en fait que ce n'est plus le cas. Et c'est de moins en moins le cas en fait. Et le problème c'est que le plus les individus vont rester dans le déni, le plus ils vont se retrouver à passer à côté en fait
de ce qui pourrait considérer l'opportunité. Parce que nous vivons une période de transition. C'est-à-dire, beaucoup de gens vont naître dans quelques années et vont se dire, oh, fuck. Qu'ils auraient adoré, en fait, être nés à cette époque pour pouvoir profiter, en fait, de certaines opportunités qui viennent avec une ruée vers l'or. Parce que, enfin, c'est juste pour faire le jeu de mots, quoique ça tombe parfaitement dedans. Le Bitcoin est l'or digital, euh, apprécié comme étant l'or digital, en fait. Et donc, c'est un contexte d'opportunité. Nous sommes dans un contexte d'opportunité. Et la raison pour laquelle je soutiens effectivement l'idée selon laquelle le monde est super changeant et a, disons, des trucs déjà changé. Beaucoup de choses, c'est-à-dire le monde a évolué de façon traditionnelle sur certains modèles, d'accord, en termes d'échange, etc. Il y avait la notion de troc, puis ensuite nous avons le volet, la monnaie qui est apparue, et la monnaie étant devenue le symbole au fait de l'économie et de la finance, d'accord, du commerce, quel que soit le type de commerce. Puis à un moment donné, l'évolution de la technologie nous a mis dans la position en fait de Internet qui était devenu le nouveau truc. Et très vite, c'est passé de Internet, enfin, le monde de l'Internet a permis, en fait, sur ce monde-là, s'est greffé, en fait, celui des sites Internet. Donc, chacun a son domaine, etc. Et rapidement, en fait, cela a connu un plateau. Et le monde a connu, juste relativement après, hein, les applications, etc. Et rapidement, le plateau, en fait, s'est fait sentir. Parce que ce que je dis jusque-là, c'est entre, disons, les années 80, des années 90 aux années 2005, d'accord? C'est-à-dire en 15 ans. C'est-à-dire, on a vécu une période d'accélération, en fait, du point de vue de la technologie. 2005-2006, on est passé, au fait, le monde des applications a commencé par stagner. C'est-à-dire que il y avait plus rien de nouveau j'exagère quand je vais dire qu'il y avait plus rien de nouveau à inventer, mais du point de vue des applications, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que le monde des applications n'était plus un nouveau truc. C'était déjà le truc de toutes les façons. C'est un peu comme ça que je préfère l'exprimer. Et ce qui s'est passé, ce qui était devenu le nouveau truc, c'est justement le fait que, ok, on peut créer du contenu. Et c'était un peu, je crois que c'est YouTube qui a ouvert la voie. Où justement, ce n'est plus juste, ok, Internet, à la base, ils ont, ils ont un certain nombre il y a des thèmes, au fait, pour décrire, au fait, cette évolution de la technologie. J'ai oublié. Mais il y a des thèmes bien populaires, en fait, pour décrire ces trucs. Il y avait cette époque où, genre, ok, tu te connectes, tu vois ce qui est affiché, mais tu peux pas interagir avec. Tu fais que regarder le site web, etc. Puis il y a eu cette époque où, tu vois, vous pouvez échanger des messages, etc. Ce genre de trucs. D'accord? C'est-à-dire que le moment où on a eu les Yahoo, etc., on pouvait envoyer les mails, etc. Ok, tu peux interagir avec Internet, à travers Internet. Des relations beaucoup plus personnelles d'un point de vue de la technologie. Tu peux envoyer un message à quelqu'un, etc. Puis, nous sommes entrés dans un univers où, progressivement, maintenant, ce n'est pas juste que, ok, tu es là, tu observes le monde d'Internet et tes seules transactions ou tes seules façons d'interaction, c'est peut-être quand tu veux envoyer un message. Le truc, c'est que tu peux créer toi-même maintenant du contenu. Je crois que c'était relativement dans 2005-2006. Maintenant, toi-même, tu peux faire partie, au fait, de ce monde. Pas juste réservé, au fait, à ceux qui ont un site Internet. Tu peux juste faire partie de ce monde. YouTube et consorts ont ouvert la voie. Et bien sûr, Facebook est rentré dans la danse, etc. Enfin, Facebook, etc. Tout cet univers, en fait, de, enfin, de réseaux, d'accord, sociaux. Mais à un moment donné, le truc a évolué. Parce que nous continuons de publier, etc. Je continue de publier aussi, etc. Mais
la crypto est rentrée dans le jeu. Mais le monde de la crypto, au fait, ce n'est pas juste, au fait, le monde de la monnaie, c'est le monde de la réalité virtuelle. Parce que pour ceux qui sont un peu, ceux qui s'intéressent un peu au domaine, il y a beaucoup de jeux, disons-le, Roblox et consorts, qui sont des jeux qui se jouent totalement dans le multiverse et consorts. Il y a un autre que j'affectionnais beaucoup. Quelque chose Land, j'ai oublié le nom. Voilà, c'est pas un souci. C'est pas important. On avance. J'ai d'abord connu certains sujets que c'est pas si important en fait pour la discussion. Donc, le plus populaire de mon point de vue, c'est Roblox. Pas mal de personnes devraient connaître Roblox. Et il y a certaines personnes même qui ont eu à réaliser des concerts en fait dans le multiverse. Donc, cet univers du multiverse est, et de la crypto-monnaie en fait sont le même. Seulement qu'on avait déjà les prémices au fait de la monnaie électronique bien longtemps. En fait, on a toujours eu de la monnaie électronique puisque de toute façon, au moins pratiquement 80% en fait de l'argent qui circule dans ce monde est virtuel. C'est juste que ce n'est pas ce volet virtuel, l'individu lambda ne dealait pas avec de l'argent virtuel. Pendant longtemps, l'individu lambda n'a pas dealé réellement avec de l'argent virtuel. Enfin, bien entendu, Mastercard, Visa, etc., qui ont permis, avec lesquels nous faisons nos transactions. Mais ce n'est que, comme un passage du physique que nous avons déposé à la carte, au fait. Donc, ce n'est pas vraiment juste que des interactions virtuelles. Parce que ce n'est juste que, c'est l'argent physique que je possède, que je suis en train de virer. Mais c'est toujours quand même du virtuel. C'est toujours quand même du virtuel. Et donc, progressivement, en fait, bien entendu, beaucoup de choses sont passées au même moment, en fait. Donc, nous avions déjà, en fait, cette prémisse. C'est la raison pour laquelle je dis que, éventuellement, on est déjà, en fait, dans ce monde. C'est justement à cause de ce genre de trucs où ça fait longtemps, en fait, que les cartes de, les cartes, de débit et de crédit existent, c'est-à-dire donc que de l'argent électronique circule sur la planète. Seulement que nous n'avons pas encore copé avec le concept suivant lequel, notre réalité financière est plus virtuelle que réelle. C'est-à-dire que nous dealons plus avec de l'argent électronique que de l'argent physique. Et c'était difficile à peut-être capter, peut-être parce que ce n'était juste que la façon dont ça a toujours été présenté, c'est-à-dire que l'électronique que nous avons n'est juste que, au fait, le physique simplifié. Seulement que lorsque le monde de la crypto a commencé par se développer, c'est dans la même période encore aussi, dans 2005-2006 que Bitcoin a vu le jour, un truc comme ça, d'accord? Et progressivement, en fait, d'autres pas technologies, d'autres, je veux pas dire monnaie aussi, parce que Ethereum n'est pas une monnaie, en fait, cela répond, en fait, à la même technologie, mais avec un autre usage, d'accord? Avec un autre usage. Lorsque, en fait, cet univers, en fait, de la crypto a commencé à se développer, la seule différence, c'est juste que lorsque le volet financier, le volet monnaie a commencé à être pris en compte dans cette dynamique, c'est juste que ce n'était pas lié au fait à de l'argent tel qu'on le connaît et de l'argent garanti tel qu'on le connaît, c'est-à-dire garanti par nos banques fédérales, etc., etc. Ce qui fait que, bon, beaucoup de gens évoluent avec le concept selon lequel, non, ce n'est pas si authentique que cela. Et effectivement, c'est totalement légitime au fait de le concevoir comme ça, que ce ne soit éventuellement pas si authentique que cela. Mais comprenons juste que actuellement, la majorité des gouvernements, un certain nombre de gouvernements, le gouvernement je crois que c'est du El Salvador, avait massivement investi au fait dans le Bitcoin. Le gouvernement américain est en train de s'axer. Les grandes institutions financières, BlackRock, investit massivement dans le Bitcoin. JP Morgan aussi a eu à
voilà, évoqué le Bitcoin sur un certain nombre de trucs. Je n'ai pas très bien suivi ce point-là. Donc, je peux pas trop dire par rapport à JP Morgan, en fait, c'est quoi l'orientation réelle par rapport à Python. Mais, naturellement, ils sont totalement positifs, en fait, par rapport à la notion du Bitcoin. Pour dire que le monde de la finance est en train de s'ajuster à ce monde de la technologie. Et la fintech n'est en train d'évoluer que crescendo. Le bon côté de la chose, c'est que la crypto-monnaie a été créée pour démocratiser, disons, la monnaie, pour démocratiser le monde financier, d'une certaine façon, pour permettre des transactions. Je ne veux pas dire privées, mais des transactions sans structure centrale pour gouverner en réalité. C'est un peu la philosophie derrière la création du Bitcoin par Satoshi. D'accord? Une monnaie non contrôlée par qui que ce soit, etc. Ce fait que Bitcoin n'est plus devenu la monnaie en elle-même, mais comme une réserve, en fait. De la même façon que l'or n'est pas la monnaie, mais constitue généralement la réserve, en fait, qui garantit la monnaie, donc qui garantit l'économie. D'accord? Qui garantit l'économie pour laquelle elle constitue la réserve. Donc, mon idée ici, c'est juste, au-delà d'énoncer tout cela, en fait, j'espère que ça a été utile, au fait, de remettre un peu les choses dans le contexte et d'attirer, au fait, l'attention sur le fait que, ok, c'est probablement le moment, en fait, de faire quelque chose de ce point de vue en termes d'investissement. Parce que oui, naturellement, il y a un risque et dont il faut tenir compte. On peut se réveiller demain et puis plus rien n'existe. C'est très peu probable que ça se passe comme ça, mais la probabilité existe dans tous les cas. Ceux qui vont souvent s'aligner au fait sur ce raisonnement, et ma parole que d'un certain point de vue, ils ont totalement raison, mais je pense que dans le même temps, c'est une façon bien extrémiste, une façon bien ultime de voir la chose. On va souvent en fait donner l'argument comme quoi le jour où il y aura plus d'électricité, c'est fini. La crypto-monnaie, c'est fini. C'est-à-dire, tu peux rien acheter avec ton Bitcoin. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas Internet, il n'y a rien. Je suis totalement d'accord. Seulement que, franchement, quoi, c'est un peu poussé à l'extrême, au fait, les hommes. Quoique ça peut être totalement réaliste. Seulement que, avant que ce jour ne vienne, eh ben, vivons. Vivons. Ne nous laissons pas arrêter par la paralysie au fait d'un jour fatidique où il y aurait éventuellement pas d'électricité d'internet et que l'on ne pourra pas, on voudrait effectuer la plus petite transaction, que ce ne sera pas possible. Encore que personne n'a encore invité tout le monde à laisser tomber sa monnaie physique. Et même si on va utiliser ce même raisonnement, mais si vous êtes dans le monde qu'on appelle tant, vous avez votre carte bancaire avec laquelle vous faites vos transactions, le même principe s'applique. Ce serait la même difficulté. À la seule différence que, ok, nous avons toujours quand même de l'argent liquide. Et encore une fois, personne n'a demandé à qui que ce soit de laisser tomber son argent liquide. Le truc, c'est que pendant que les individus sont dans cet état d'esprit ou dans ce genre de raisonnement, les entités bancaires, les entités financières de ce monde ne se laissent pas arrêter par ce genre de raisonnement. Ils sont en train d'investir massivement, en fait, dans le milieu. C'est-à-dire que c'est une recette à se retrouver dans un monde où les mêmes cryptos qui ont été prévus pour être décentralisés, c'est-à-dire pour créer un univers indépendant en fait du monde de la finance, ces mêmes cryptos en fait vont se retrouver, sont déjà adoptés au fait par le monde de la finance et vont se retrouver au fait de certaines mesures relativement contrôlés au fait par le monde de la finance parce que justement ils ont des années d'expérience d'un point de vue de polariser au fait ce qui est de la finance. Et ils ont les moyens de leur politique. Et ils n'ont pas le temps de laisser certaines croyances les arrêter. De poser des actions, en fait. Et donc, encore une fois, c'est juste une invitation à passer à l'acte, éventuellement,
Le peu de risques que vous estimez pouvoir prendre sans que cela ne vous empêche de dormir. Le peu de risques que vous estimez pouvoir prendre sans que cela ne change rien à votre quotidien de tous les jours. Prenez-le. Il n'y a pas de risque zéro, c'est pour ça que je dis le peu de risque. Mais le genre d'investissement que vous pouvez faire sans perdre le sommeil. Et l'idée, ce n'est pas de considérer comme seul investissement, en fait, la monnaie électronique, le bitcoin et consort. Ce que je propose, c'est quand même d'allouer un petit pourcentage, en fait, de votre économie à cet investissement. Parce que, éventuellement, sur les 5 dernières années, le bitcoin, ça fait soupe, c'est monté. Parce que, à un moment, c'était à 60. C'est redescendu vers les 30, 60, 80, je sais plus. C'est redescendu vers les 30 et pendant ce temps, bon, voilà, beaucoup n'y croyaient plus. Et c'était une période où il fallait vraiment investir, ce que je n'ai pas fait. Dommage. Puis c'est remonté dans les 60, 80. Actuellement, on est dans les 100 000 dollars. Quand je dis 60, 80, c'est 1000 dollars, en fait. Donc, on est dans les 100 000 dollars. Je crois il y a 2 semaines, c'était monté une semaine, c'était à 110, 111 000. Et c'est redescendu vers les 104 000, 107 000, un truc bizarre comme ça. Mais c'est parti pour faire du x10 éventuellement. C'est parti pour, dans les 5 années, éventuellement, faire du x10. Et ok. Est-ce que ça vaut le coup? À chacun de décider pour lui si ça vaut le coup. Parce que pour le monde, ça semble valoir le coup. Parce que le monde semble aller dans cette direction. Alors qu'à nous, telle est la question que je pose. Il n'y a pas de raison d'y réfléchir plus longtemps. Bien, je vais rapidement aborder la question du jour. Et voilà. L'expression rien n'est éternel est-elle positive ou négative? Écoutez, le couteau peut servir dans la main du plus grand cuistot du monde ou ou de quelqu'un qui veut commettre quelque chose d'affreux. On s'entend sur le fait. Et donc, de ce point de vue, ou pour rester dans la dynamique de ce que je viens de dire, on comprend aisément que, en fait, ce n'est ni bien ni mauvais, en fait. Enfin, ce n'est ni positif ni négatif comme expression. Rien n'est éternel. Parce que le tout dépend de l'usage que celui qui l'emploie veut en faire. Lorsque je le dis à quelqu'un, le tout dépend en fait de ce que je veux bien qu'il pense. Le tout dépend en fait juste du contexte. C'est-à-dire quelqu'un peut te faire la chanson de rien n'est éternel pour t'en faire un reproche, etc. Mais il y a rien de fondamentalement gauche avec l'expression. Elle est juste fidèle, elle est neutre à elle-même. Mais je pense qu'elle peut être instrumentalisée. C'est tout. Et même si ça reste ça me rappelle le truc de Stromae, il dit, il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. Kate Moss, elle est super jolie comme dame. Et malgré les années, en fait, elle est jolie. Peu importe le nombre d'années qui passent, elle reste. Kate Moss, elle est super jolie. Donc, je suis d'accord avec Stromae. Donc, anyway. Donc, rien n'est éternel, c'est juste éventuellement une façon de rappeler à qui que ce soit, ouais, ce truc où on parle de vanité, de vanité, etc. Mais souvent, je trouve que, de mon point de vue, hein, que souvent ceux qui utilisent ce genre d'arguments sont je vais pas dire de mauvaise foi, mais de mauvaise foi quand même, quoi. C'est-à-dire, franchement, quoi. On ne construit rien avec ce genre d'arguments. On ne réalise rien avec ce genre d'arguments parce que le monde dans lequel on vit a été construit et continue d'être construit et d'être maintenu par des gens qui savent qu'ils ne le sont pas, qui savent que éventuellement certaines de leurs œuvres vont disparaître, certaines vont traverser le temps.
mais qui le font quand même, qui créent ces œuvres, qui créent les infrastructures, qui créent les trucs, qui créent des business, qui dominent le monde. Parce que l'éternité pour eux, c'est dans l'instant. Parce que lorsque tu prends conscience que, ok, personne ne t'oblige à te mesurer à l'éternité ou à mesurer tes actions à l'éternité. Enfin, ou à te mesurer personnellement par rapport à l'éternité. Mais au moins, tu peux avoir je vais pas parler d'ambition, ce désir-là, cet élan-là, en fait, de réaliser quelque chose qui soit plus grand que toi. Parce que seulement quand c'est plus grand que toi, cela traverse le temps. Marquer le temps, c'est marquer l'éternité. Ça me rappelle un peu, je n'ai pas lu, comment l'appelle-t-on? Je n'ai pas lu, en fait, l'histoire dans, ce dont je parle, en fait, je ne l'ai pas lu, d'accord, dans la mythologie grecque. Mais, enfin, comme la plupart, en fait, des gens, je l'ai regardé en film, en fait. C'est un peu sur l'histoire de Achille, le, le grand guerrier grec, qui naturellement a été baigné. C'est vrai comme on a parlé à l'école, d'accord, au collège, notre professeur je sais plus trop quoi, c'était français ou histoire, bref. Et donc, juste pour ramasser, Achille, sa mère l'a baigné dans un truc, d'accord, quand il était bébé, elle l'a baigné avec, je ne sais plus trop quoi, ce qui lui a conféré, en fait, une protection divine. Mais le truc, c'est que pendant qu'elle le baignait, elle le tenait par les talons. Donc, la seule partie, au fait, où la substance avec laquelle le baignait ne le touchait pas, c'était au niveau de ses talons. D'accord? Et Achille a grandi, c'était le temps d'aller, je crois, pour la guerre de Troie. Et je pense un peu c'était à Troie. Mais avant d'aller, il est allé voir l'oracle. Et l'oracle qui lui dit, voilà, en fait, il y a deux voies qui se tracent devant lui pour son existence. Soit il reste et il bâtit une famille, il a une famille aimante, etc. Et voilà, oublié. C'est-à-dire vivre une vie normale comme tout le monde. Soit il part combattre à Troie, il n'aura pas de famille, il n'aura rien. Enfin, il ne va rien bâtir, au fait. D'accord? Il part pour la guerre de Troie et que son nom va traverser le temps. C'est-à-dire que son nom va rester dans la mémoire des hommes pour l'éternité. Nous savons tout ce choix qu'il a fait. Donc c'est un peu cela. C'était un rêve de gloire et de victoire. C'est un rêve de l'éternité, mais pas de la façon dont la plupart du gens l'entendent. De mon point de vue, c'est quelque chose de super honorable. Mettrais-je ça dans une catégorie de noblesse? Possible. Mais le minimum qu'on pourrait accorder à cela, c'est l'honorabilité. Parce que seulement ces gens-là ont réalisé des choses qui valent la peine que leur nom traverse le temps. Parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas juste parce qu'ils le voulaient, parce qu'ils le désiraient que leur nom a traversé le temps. Parce que, bien sûr, il y a certains dont le nom a traversé le temps. Mais ce n'est pas les seuls qui ont désiré cela à leur époque. Ceux dont les noms sont restés, c'est ceux qui, au-delà de l'avoir désiré, ont réalisé des choses qui ont suffisamment marqué l'humanité pour que l'humanité décide que, ok, lui, il mérite, on se rappelle de lui. Encore, et encore, et encore, et encore. C'est dans l'état actuel de nos possibilités, en tout cas, jusqu'à récemment, notre façon à nous de traverser le temps, d'être éternel. Je pense que ça va rester pareil, quoique nous allons rendre le potentiel
de l'existence humaine plus grand. Donc, ça va être un peu décalé. Ce que j'entends par cela, c'est quoi? L'évolution de la technologie est telle qu'aujourd'hui, on prévoit que l'homme qui va vivre 1000 ans est déjà né. Donc, en termes d'éternité, on est, vous voyez un peu ça va diluer un peu la chose. Bon, bref. Mais le fait est que le même concept va rester parce que je pense, ce qui est important pour l'homme, c'est de marquer. C'est que sa vie ait du sens. Parce que fondamentalement, c'est ça. C'est de donner un sens à ce que l'on fait. Et pour certains, la seule façon, en fait, de vraiment d'accepter le concept de donner un sens à leur vie ou à la vie en elle-même, c'est s'ils peuvent marquer de leur empreinte ce monde. Et je pense que eux, mieux que tout le monde, comprennent que rien n'est éternel. Alors, ils décidèrent de défier les cieux comme des dieux, marquer l'histoire des hommes à tout jamais, traverser le temps. Voilà pourquoi je parle d'honorabilité. Noblesse, j'en laisse le soin à tout un chacun, en fait, de décider si c'est noble. Donc, à m'écouter, on comprendrait que, au fait, rien n'est éternel, au fait, pour moi, c'est juste le concept de base, au fait, qui a permis à ceux qui voulaient réaliser de grandes choses d'en réaliser, à ceux qui ne voulaient rien réaliser de ne rien foutre du tout. Parce que le concept en lui-même n'a aucune forme de connotation, ne dicte rien, ne décide de rien, ne fait jusqu'à affirmer, mais ne décide point. Aussi simple que cela. Et moi, mon invitation personnelle, c'est que chacun décide pour lui ce qui compte vraiment. Parce que l'autre façon, en fait, d'aborder la question, enfin, oui, c'est une question, l'expression est-elle positive ou négative? L'autre façon d'aborder la question, comprenons que, au fait, la façon la plus, d'un point de vue biologique, nous avons des enfants, ou du moins, nous procréons, nous avons des enfants, et des petits-enfants, et des générations après, pour traverser le temps. C'est notre façon, à nous, biologique, de traverser le temps en tant qu'espèce. C'est ce qui nous rend, je ne veux pas dire éternel, mais permanent, en griffe, si je peux me permettre d'utiliser. Je ne sais même pas si c'est le bon adjectif qualificatif, mais c'est ce qui nous rend permanent, au fait, sur la Terre. Parce que nous trouvons le moyen de nous transmettre, au fait, de nous faire traverser le temps, mais à travers une autre enveloppe. Parce que le message réel de qui nous sommes, c'est notre génétique, ADN, etc. C'est notre génétique, c'est ça notre identité. Et nous trouvons le moyen, en fait, de faire traverser notre identité, de nous faire traverser le temps. C'est-à-dire, ce n'est pas, bien entendu, c'est en accord et en harmonie avec les lois, en fait, de l'univers. Nous trouvons le moyen, en fait, de court-circuiter, en fait, l'existence relativement courte de l'espèce humaine et donc franchir, au fait, le cap du limité pour passer dans l'éternel en transmettant qui nous sommes à une autre forme. Et lorsque nous avons envie que le monde profite, au fait, de différentes versions de nous-mêmes, nous ne décidons pas d'en avoir 1, 2, 3, mais des fois 5, 10, 15 enfants qui ne sont juste que des versions différentes de nous-mêmes. Bien entendu, en partie, parce que chacun d'entre eux étant une nouvelle version, enfin une version propre de lui-même,
mais avec ce petit quelque chose de ce qu'il a de son ascendance. Ça me rappelle que cette semaine, j'étais en train de lire un article qui parlait, au fait, du fait qu'ils ont retrouvé, au fait, des descendants de Léonard de Vinci. N'est-ce pas merveilleux? Que Léonard de Vinci, je sais un peu de quelle année il était, le monsieur, là. L'un des plus grands génies que ce monde ait connu, à qui nous devons tant et tant encore. On arrive à retrouver Leonardo da Vinci. C'est qu'il en a dit. Da Vinci. Que me dit Internet? Leonardo da Vinci, 1452. Il est né en 1452, décédé en 1519. Voilà. Il est loin d'être... Bref. Ils ont retrouvé, on est en début juin, ils ont retrouvé quoi? Ses descendants. Je ne sais, l'article ne précisait pas si c'était sa descendance directe, s'ils ont retrouvé de sa descendance directe, mais dans l'article, de ce que j'ai compris, ils ont pu remonter le truc par rapport à un de ses frères et une de ses sœurs, un truc comme ça. Mais qu'est-ce qu'il est en train de parler là? C'est de la génétique. C'est-à-dire que plus de 500 ans après son départ de ce monde, on peut encore le retrouver dans le corps de quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas lui, comment est-ce qu'on sait alors que c'est sa descendance? Si c'est juste hallucinant en fait. Je vais l'expliquer relativement plus simplement. Si je peux dire que l'individu que j'ai retrouvé aujourd'hui, ok, c'est telle personne, son ancêtre, qu'est-ce qui chez l'individu me permet de dire qu'il est le descendant de Leonardo de Vinci? À moins qu'il y ait une partie de Leonardo de Vinci qui n'est propre qu'à Leonardo de Vinci, que je peux retrouver chez cet individu plus de 500 ans plus tard. C'est-à-dire génération après génération, génération après génération. Et je peux retrouver au fait des éléments qui ne sont propres en partie qu'à Leonardo de Vinci. Et à ses frères et sœurs. Chez les gens de 2025. N'est-ce pas merveilleux? La façon biologique que nous avons trouvé au fait d'être éternel, c'est en procréant. Et ceux à qui appartiendront ce monde, c'est ceux-là qui en font plein de bébés. Il y a un truc que j'ai appris, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais je sais que c'est en partie vrai. Quand je dis à quel point c'est vrai, c'est parce que je ne l'ai pas vérifié personnellement. Mais celui qui en parlait, c'est un monsieur super crédible. C'est... Oh, purée, comment je peux oublier son nom? Il est facile à retrouver. C'est... Lorsque Facebook était encore une start-up, c'est le peintre qui a... Enfin, il leur a fait, en fait, des graffitis, en fait, des trucs sur le mur, etc., pendant qu'il était une start-up. Et on lui a donné, en fait, des parts de Facebook à l'époque où ça ne valait encore rien du tout. Et lorsque Facebook est allé en bourse, il s'est retrouvé à plus de 100 millions, 200 millions. Il a des origines chinoises, façon, il est asiate. D'accord, il est asiate d'origine. Peut-être que c'est un métis, mais il est asiate d'origine. Je pense qu'avec le nombre d'informations que j'ai données, il est facile à retrouver. J'ai pas envie de le chercher maintenant. Et il expliquait une chose que, pratiquement, en fait, le tiers des Asiates aujourd'hui ont pour ancêtre commun Gengis Khan. N'est-ce pas glorieux? N'est-ce pas glorieux? C'est-à-dire, de son vivant, ce gars a conquis toute l'Asie et rentrait un peu dans l'Occident. Et je vais chercher
Gengis Khan, c'est combien d'années? Oh, what the... Gengis le Grand. Oh là là. Né en 1162, décédé en 1227. Même si c'est probablement des années à peu près. C'est quand même dans les années 1100 et 1200, quoi. N'est-ce pas? Dingue. Que plus de 900 ans plus tard, le tiers d'un continent appartient à ta descendance. C'est-à-dire que toi seul, tu as gagné. À tous les points. De son vivant, il a gagné. 800, 900 ans plus tard, il est le plus grand gagnant. Le tiers peuvent remonter leur lineage, leur histoire génétique, jusqu'à ce seul homme. Il a conquis le continent là. C'est-à-dire que le restant des Asiates de l'époque sont juste responsables des 2 tiers. Lui seul, le tiers à peu près. Ça reste à vérifier, mais ce ne serait pas faux parce que Gengis Khan, il était super. C'est une bonne chose. Mais juste pour dire que ceux à qui appartiennent ce monde, à ceux-là qui en font. Parce que éventuellement, même si on arrivait à vivre 1000 ans, à un moment donné, on finit par partir, enfin. L'humain, de façon générale, va quitter ce monde. Mais si 1 millénaire plus tard, 5 millénaires plus tard, on peut encore appeler ton nom. N'est-ce pas là de l'immortalité? Bien sûr, immortalité et éternité ne sont pas pareils, mais n'est-ce pas là de l'immortalité? Parce que cette immortalité est ce qu'il y a de plus près d'être éternité. On ne peut que tutoyer, enfin, on va essayer de tutoyer l'éternité. On ne peut qu'essayer. Mais c'est juste splendide. Ça me rappelle, parce que je ne fais que me rappeler de trucs, moi. J'ai à parler de One Piece ici une fois. C'est ce manga japonais. One Piece est maintenant classé 4e manga mondial. Je suis choqué. Je l'ai appris cette semaine. Je lisais l'article. Ils mettaient Jujutsu Kaisen en number 1. C'est-à-dire que les gens regardent de moins en moins One Piece et regardent plus Jijika. Et il y a un autre, Dandoraran, que je ne suis pas, en fait, c'est un nom bizarre, là. Dandodaran, je crois. Et puis, un autre, que je ne connais pas du tout, etc. Mais, 3e, tu peux être 1er, mais pas 2e. Tu peux être 2e, mais pas 3e. Tu peux être 3e, mais pas 4e. J'ai dit 3e tout à l'heure. Ils sont classés 4e mondial, actuellement, One Piece. Oh là 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 là. Bon, la vérité, moi aussi j'ai arrêté de lire un peu. Bon. C'est peut-être mes voix qui manquaient. Bon, bref, pour revenir à ce que je disais. Dans One Piece, il y a un personnage, comment je peux oublier son nom? C'est le docteur, je crois que c'est Inolook, qui a adopté Chopper, pour ceux qui, probablement, la plupart des gens ne vont pas savoir de quoi je parle, mais il y a Chopper, c'est quoi comme animal déjà? Je sais même plus c'est quoi comme animal, un chevreuil, je sais plus trop quoi, bref, ou un cerf, je sais vraiment plus. Bref, il a été adopté au fait par un docteur fou, disons, un peu zinzin. Et le monsieur aussi, en fait, ce qui est intéressant chez lui, c'est ce qu'il avait à dire. Et il disait que quand est-ce qu'un homme meurt, ce n'est pas lorsqu'il arrête de respirer, lorsqu'on l'enterre. Ce n'est pas, vous voyez un peu, en fait, la compréhension habituelle au fait de, il est mort. Ce n'est pas ça. Un homme meurt lorsque plus personne se rappelle de lui. Personne ne se rappelle de son nom.
Personne, lorsqu'on arrête de parler de toi, tu es mort. C'est en ce moment que tu meurs. Sinon, tu es éternel. Vous voyez pourquoi Kate Moss est éternelle? Parce que Stromae se rappelle d'elle et Dumas se rappelle d'elle. Bref. Et on comprend encore mieux le choix de Achille lorsque les options lui ont été présentées. Il rêvait d'éternité. Il rêvait de gloire, de victoire, mais encore plus d'éternité. C'est solennel. Ce moment est solennel. Mais sérieux, quoi. Donc, comprenons que il y a des concepts qui sont, il y a le commun des mortels et il y a ceux qui sont au-dessus. Il n'y a pas trois histoires comme celle d'Achille. Bien sûr, il y a probablement des gens qui ont voulu, etc. Et il n'y a pas trois Achilles dans l'histoire de l'humanité. Qu'on veuille bien considérer ça comme une mythologie, comme quelque chose qui n'a jamais eu lieu ou pas, est une autre question. Mais il n'y a pas trois genres de mythologie du genre. Même si on va considérer ça comme quelque chose de totalement... Il n'y en a pas trois du genre. Il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 10. C'est-à-dire, il y a le commun et il y a ceux qui sont juste nés pour être uniques. Bien sûr, n'importe qui du commun peut décider d'être unique et y arriver, éventuellement. Et parce qu'ils vont y arriver, ils sont nés pour y arriver. Point barre. Mais pour dire que la perception des choses, la perception du monde, l'enjeu du monde n'est pas le même pour ces gens-là qui sont au sommet. Lorsque ta vision du monde est celle de l'éternité, tu n'as juste pas la même perception du monde que la fourmi. Parce que c'est juste pas pareil. Bien sûr, je ne suis pas en train de considérer que le commun du mortel est fourmi. J'établis juste au fait, si tu te mets d'un point de vue de l'humain par rapport à la fourmi, en termes de perception de temps, on n'a pas la même perception de temps. À plus forte raison, en fait, ces gens-là, en fait, qui ont cette perception de temps, en termes de l'éternité, traverser le temps, et le commun des mortels, c'est juste pas pareil. Parce que c'est pas le même enjeu. Gengis Khan n'avait pas le même impératif. Achille n'avait pas le même impératif, etc. Et pour ceux, les plus religieux, parce que généralement, au fait, souvent, des vicieux se cachent dans le lot des religieux. Genre, je dis des croyants, hein, où ils vont essayer de tourner le truc pour dire oui, mais que la religion a dit ici. Mais, qu'est-ce qui fait que ces gens-là, peu importe comment on décide de les appeler, prophètes, sauveurs, ça n'a pas d'importance. Dans le contexte de la discussion que je suis en train de mener, qu'est-ce qui fait que leur nom traverse le temps? Au fait, quelle aurait été la valeur de leur enseignement si leur nom et leur enseignement ne pourraient pas traverser le temps? Et quel genre de décision ils auraient donc pris s'ils avaient évolué avec le concept de rien n'est éternel? On croit, c'est peut-être négatif. Enfin, peu importe. Rien n'est éternel. On va juste bien faire, on va juste croiser. C'est pas la peine de... Rien n'est éternel. Même, eux-mêmes, ils savent qu'ils vont partir dans... Même ça, c'est pas éternel. Mais comment est-ce que le mec qui part, historiquement parlant, à 33 ans, trouve le moyen de marquer l'humanité relativement 2000 ans, 1900 et quelques poussières années plus tard? L'espace-là de l'éternité vécue. Rien n'est éternel. N'est-ce pas pour nous une raison de l'être? Je suis éternel, en devenir. N'est-ce pas pour nous le prétexte
pour faire la différence. Le prétexte suffisant pour décider d'être éternel et trouver pour nous la façon avec laquelle nous décidons de marquer l'éternité. Parce que l'éternité n'est juste que le tableau, n'est que juste cette planche sur laquelle nous avons décidé de peindre notre toile. De peindre notre œuvre. Pouvons-nous aller au bout de l'éternité? Commençons déjà par graver l'indélébile dans l'histoire que nous vivons aujourd'hui et laissons la postérité décider de à quel point nous sommes dignes d'être énoncés encore et encore et encore et encore de siècle en siècle, de millénaire en millénaire. Laissons la postérité nous apporter cette gloire de millénaire en millénaire. N'est-ce pas glorieux? N'est-ce pas glorieux de traverser l'éternité avec les générations à venir? Quand est-ce qu'un homme meurt? Meurt-il parce qu'il arrête d'exister? Non. Parce qu'il arrête de respirer? Non. Parce qu'il a quitté ce monde? Non. Un homme meurt vraiment lorsque plus personne ne se rappelle de son nom. Soyez dignes que l'humanité se rappelle de votre nom. Et sur ce, je vous dis bonsoir.